année, la Société industrielle de lettres était fondée. Pour situer un peu les propos qui suivent, l'école de Nancy est fondée officiellement le 12 février 1901, mais depuis très longtemps. Tout le monde se connaît, on a travaillé, il s'agit d'une officialisation, d'une mise sur le devant de la scène, mais en 84 déjà, tout ce monde-là se connaissait. Alors, l'école se forme autour d'Émile Gallé et de Victor Prouvé. On prépare la participation d'un enseignant à l'exposition universelle de 1900 à Paris. La Tour Eiffel domine la capitale. Le chantier prendra 2 ans, mais dès l'annonce de la construction, une vive querelle s'élève. Et je trouve qu'il est au fond rassurant de voir que le journal le plus diffusé de l'époque, Le Temps, a servi de support à la publication d'arguments négatifs, mais aussi positifs, bien sûr. Qu'importe, il y a eu débat et un manifeste solennel est signé. Gustave Eiffel prendra la peine d'y répondre. Ce manifeste mérite d'être lu et commenté, dans le but de mieux saisir le mélange à cette époque entre le doute et le progrès technique, et l'engouement le plus enthousiaste. Le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui, ce centre Prouvé, est aussi à distance, bien sûr, une réponse à un véritable manifeste, le lyrisme en moins. Sa destination a évolué, sa dénomination résume son histoire. À propos des Prouvé, on devra préciser la place dans la longue liste des prénoms de notre Victor. Excusez-moi, je laisse. Donc, avant Victor, des parents qui font des projets pour Jean Gou Prouvé. Voilà. Jean Gou, alors drôle de prénom, mais prénom parlant. Parce que vous avez entendu parler de l'église Saint-Jean-Gou de Toul, c'est un prénom avec Mansuy qui est jugé très lorrain. Or, on a l'esprit de sa petite patrie, mais il y a de l'ouverture sur l'extérieur. Alors, Jean-Gou, Victor, Jean et Henri. Discrètement, il n'est pas là, mais il y a aussi un Nicolas, fils de Claude, qui s'y connaît pas mal en matière de forme. C'est Victor et son influence qui dominent, et il s'agit là d'une période ample et marquée par une kyrielle d'événements. Rapidement, 3 guerres dont les enjeux ne sont pas évidents, mais dont les séquelles se font encore sentir à notre époque. Guerre de 70, l'Alsace-Lorraine est aux premières loges déjà. En 1871, les Allemands imposent de choisir. Alsaciens et Mosellans doivent ou s'intégrer au Reich ou s'installer au-delà de la nouvelle frontière. On parle à leur propos des optants, ceux qui ont choisi la France. Or, parmi les optants, il y a un Messin, De Villy, qui est professeur de dessin et qui vient exercer à Nancy, et qui suivra toute sa vie un jeune homme très prometteur, Victor Prouvé. De Villy suivra toute sa vie le destin de son brillant élève. L'industrie dans toute la France, mais aussi chez les grandes puissances, se développe à un rythme tel que les villes sont de vastes chantiers. Alors, si vous aimez lire Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, vous verrez que Bouvard, je cite, le dimanche avait comme distraction d'inspecter les travaux publics. Je suis persuadé que quand on a travaillé au centre de Nancy, il y avait aussi beaucoup de personnes qui, il n'y avait pas la télévision, vous vous rendez compte, et qui ont surveillé les travaux publics. Alors, les chantiers sont une constante aussi en Lorraine. À chaque guerre, il faut reconstruire. L'industrie, si j'ose dire, cavale. Les cœurs de ville ont la mystique des gares. À Nancy, pas trop. On a différé légèrement. On n'aimait pas, on aimait tellement son indépendance qu'on ne voyait pas arriver le chemin de fer sans ennui. Ça, si vous voulez, dans chaque mouvement, il y a des résistances. Alors qu'ailleurs, on a une mystique des gares. L'esprit est même fondeur à Paris, à Nancy, et je voudrais vous lire quelques lignes, vous connaissez peut-être, du fameux, quand la Tour Eiffel a été décidée,
le fameux manifeste des artistes contre la Tour Eiffel, ne serait-ce que pour le style, parce que ce style que l'on trouve empoulé aujourd'hui, moi je dirais plus précisément lyrique, c'est-à-dire qui chante. Le mot le lyrisme, c'est qui chante. Alors, on chante fort, si on chante pas faux, c'est pas mal. Mais pour moi, ces gens, même ceux qui sont contre nous, ne chantent pas faux. Lettre ouverte à M. Alphand, c'est le commissaire de l'exposition. Alors là, je devrais mettre la main sur le cœur. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté, justiciers intacts de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation au nom du bon goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection en plein cœur de la capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, avait déjà baptisée Tour de Babel. Alors j'allège, car la Tour Eiffel, dont la commerciale Amérique déjà. C'est vrai que l'américain, c'est le gros cigare, les clichés sont à l'heure. Et puis, bien sûr, je suis allé voir, comme tout le monde, les signatures. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'ils n'étaient pas médiocres, ceux qui ont signé le manifeste contre la Tour Eiffel. Donc, dans le temps du 14 février 1887, parmi les signataires, il y a Meissonnier. Alors, Meissonnier, ça fait partie des peintres pompiers, mais avec pompiers avec talent, si j'ose dire. Ça s'appelle un oxymore, ça. Gounod, le musicien, Garnier, bon, c'est l'opéra, Sardou, c'est la lignée des gens du spectacle. Il y a un dénommé Boula que je n'ai pas trouvé dans nos archives, Copé, le comte de Lille et Sully Prud'homme, trois poètes, et surtout Huysmans. Huysmans qui inspire encore des surréalistes qu'on n'utilise pas à propos de... Enfin, qui a été un phare pour les gens qui voulaient, au-delà du lyrisme, un spiritualisme que je ne jugerai pas. Zola et Maupassant, rien que ça. Alors, le risque dans la production de formes, qu'elles soient architecturales ou d'objets de la vie courante, c'est le fatras, c'est l'éclectisme. Pour combattre ça, pour mettre sur les rails tout ce débordement d'activité, parce que c'est fou ce que les gens sont actifs au 19e et au début du 20e, eh bien, il y a ce que j'appellerais volontiers la saga des proués. Je fais exprès de sortir tout de suite de Victor, de chez Victor, parce que c'était un patriarche. Il avait donc des parents qui étaient déjà artisans, mais artisans d'art, dentelle surtout. Il a des descendants et des collatéraux, qui existent encore et qui sont sur les rails et qui chacun d'entre eux va garder sa personnalité. Il y a une grande tolérance et un grand amour dans cette famille. Alors, il faut signaler que la fonctionnalité se décline dans cette période d'une manière difficile. Les guerres, bien sûr, les difficultés parce que les matériaux changent. Il y a le fer qui fait son irruption et c'est une véritable gymnastique qu'il faut être capable de faire pour prendre la température, ce qui viendra, j'ose le qualifier ainsi, l'esprit prouvé, mais prouvé parce que nous donnons un coup de projecteur aujourd'hui. Les acteurs sont très nombreux, bien sûr. Alors, je raccroche, vous avez cité, monsieur, tout à l'heure, l'intervention, et vous avez fort bien fait, le 12 décembre 1906, de Victor Prouvé devant la Société industrielle de l'Est. Je vais m'attarder
un peu là-dessus, parce que ça aussi c'est un manifeste. C'est pas un manifeste pour ou contre la Tour Eiffel. À mon avis, ça va presque plus loin. Je ne vais pas vous le lire, j'ai tiré des temps forts dans cet exposé. D'abord, le titre. Le titre, c'est Art et industrie. Je vous garantis que même aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord. Voilà des personnes, les industriels et l'artiste qui s'exprime devant eux, qui ont un sens je vous appelais de progrès, quoi. Alors, la conférence, on voit que Nancy avait des personnages à l'esprit très ouvert. La conférence se tient dans le grand amphithéâtre de la faculté des lettres. Donc, on n'a pas eu à négocier, ça s'est bien passé. Victor, et ça c'est important, a la plume élégante et l'éducation soignée. Pourquoi je souligne ça? C'est pas parce que j'aime les gens à cravate, j'en ai pas au Palais. C'est pas ça. Mais c'est parce que nous vivons encore sous l'empire de clichés qui viennent justement, qui prennent naissance vers 1850 lorsque le dénommé Murger écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La Bohème, qui sera reprise comme livrée par Puccini plus tard. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Il faut quand même voir les industriels, s'ils entendent des clichés, doivent avoir des craintes. Eh bien, c'est quelqu'un qui boit pas mal, oui. C'est quelqu'un qui cavale, c'est quelqu'un qui n'a pas de morale, etc., etc., etc. Or, Victor Prouvé le sait et vient souligner, je le cite, l'authenticité du travail de l'artisan devant des industriels. Donc, vous voyez, c'est un effet de style parlant. Il leur proposera le même jour de sortir un peu de la Lorraine. Qu'on aime à la folie, c'est pas le problème. Mais c'est un risque, pense-t-il, d'aimer trop sa petite patrie pour les contacts. Alors, rapidement, je veux dire que on l'esprit plus large. Mais je remarque que Victor a de l'enthousiasme pour Manet. Ça, c'est important. C'est important parce que Manet, c'est le pont entre la couleur et la ligne. Ah, vous avez tous en tête au moins quelques Manet. Monet, c'est autre chose. Monet, la ligne a disparu. Il s'enthousiasme pour Renoir, c'est la couleur, mais il y a aussi ce que les Italiens appellent le sfumato, les valeurs par les gris. Pourquoi pas? C'est Eugène Carrière. Si vous allez au musée de la place Stanislas, vous verrez un endroit où on a mis 4 ou 5 Eugène Carrière. On a d'abord dit que c'était l'anti-impressionniste par excellence pour revenir un peu bref, il fallait le faire, c'est ce qu'a fait Eugène Carrière. Wister aussi, ça fait partie de ce qu'admire Victor. Degas, il y a aussi de la ligne. Et Rodin. Or, je dirais de Victor Prouvé que c'est un homme proté. Je ne dis pas un homme orchestre, c'est laudatif de l'homme proté, et qu'il travaille comme on ne sait pas permis. Savez-vous que Victor Prouvé est mort de fatigue, qui m'a donné Prouvé, dans la vie de... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors là, il n'y a plus de chat. Merci. Ça fait pas riche. Oui. Je voudrais signaler au passage que
L'hygiène du trait, on la trouve chez Jean, Henri, bien sûr chez Claude. Et Claude, qui était un ami intime, quand nous parlions de dessin, tous les deux avec lui, ses grands formats, moi mes petits formats, il avait un geste on avait envie de le doter tout de suite d'une craie pour qu'il en reste des traces. Ça, il y a des générations dans sa famille qu'on avait le geste ample. Mais ce que je voudrais dire, pour un architecte, les structures, c'est un jeu de lignes. Quand on change vous avez connu ça, et ça m'est venu à l'esprit en écrivant mes quelques notes, quand on change la destination d'un bâtiment, il faut repenser les formes. C'est difficile, et ça a été difficile, j'imagine, pour ce bâtiment qui était un tripostal. Et je vais citer, soit un peu présent avec nous, Henri Prouvé, parce que son église que l'évêché essaye, paraît-il, en vain de vendre, c'est une leçon. C'est ce qui m'intéresse, ce n'est pas les arrière-boutiques, c'est la leçon. Vous voulez faire un supermarché avec une église, c'est l'antithèse, non pas parce que c'est religieux, j'essaye de rester dans le domaine des formes, parce que une église qui est arrondie, qui concentre les regards vers l'autel, etc., c'est l'inverse, à mon avis, le contraire de la sollicitation des regards, l'émiettement en étalage divers, etc., d'un supermarché. Ce que je veux dire, c'est que le progrès technique impose de changer souvent d'esthétique. Et si on n'en change pas, on fait du bricolage, à mon sens. Je reviens rapidement au texte de 1906. Et ce sera pratiquement ma chute pour tranquilliser-vous. Donc c'est Victor qui s'exprime. Il n'est pas de plus humble chose qui ne doivent être marquées du sceau de notre respect, de notre admiration, de notre honnêteté. Cela aussi bien pour l'industriel que pour l'artiste. Je vais graver ça pour les murs. Le prétexte de la médiocrité forcée par la vulgarisation est mal fondé. Créer de simples beaux modèles ne coûte pas plus cher que d'en faire de mauvais. Vous aurez plus de joie, de satisfaction et profit à frapper dans de belles matrices, à fondre dans de beaux moules, à tisser de belles choses. Il ne s'agit que de vouloir. Vous avez vu que par l'art, l'homme dévoile ses sentiments. L'art, pour lui, est l'expression suprême, universelle. D'où qu'il soit, d'où qu'il vienne, il n'y est jamais insensible. C'est pourquoi je le répète, en avant, nous devons être constamment attentifs à ne rien négliger pour que tout ce qui sort de nos mains révèle le souci de la plus pure perfection. On l'a un peu oublié, dit-il à vos collègues de la société. Donc en vous voyant tous rassemblés là, je vois que l'oubli est réparé. Et d'autant mieux que si vous êtes ici, c'est que la société industrielle a distingué vos mérites.